C'est complet pour Thanksgiving, peut-être l'année prochaine, m'a envoyé mon père par message. J'ai répondu, pas de souci. Il ne savait pas que j'avais acheté un ranch de 5 millions de dollars dans le Montana. J'ai nourri 200 inconnus ce jour-là. Quand les photos sont apparues sur Facebook, ils ont perdu la tête. Je m'appelle Amelia Hart. J'ai 32 ans et je vis à Seattle. Le matin avant Thanksgiving, mon téléphone a vibré alors que je me tenais encore près de la fenêtre de la cuisine, mon café à moitié froid à la main. C'était un message de mon père. Juste 8 mots brillaient sur l'écran, c'est complet pour Thanksgiving. Peut-être l'année prochaine. Aucun emoji, aucune explication. Je les ai fixés assez longtemps pour que le café perde complètement sa vapeur. Les mots semblaient inoffensifs à première vue, voire pratiques, mais derrière eux se cachait la même froideur familière qui m'avait suivi toute ma vie. J'ai tapé en réponse, pas de souci, et j'ai appuyé sur envoyer. 2 mots, parfaitement polis, parfaitement neutres. Le genre de réponse qui en cache 1000 autres non dites. Mon pouce est resté suspendu au-dessus de l'écran une seconde de plus, comme s'il attendait un autre message, quelque chose comme « on va essayer de te faire une place » ou « passe peut-être plus tard ». Mais rien n'est venu. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous avions jamais eue. Dehors, la ville s'habillait déjà au rythme des fêtes, les klaxons des voitures adoucis par la bruine, les vitrines des magasins bondées de tartes à la cannelle et de dindes en papier. Chaque coin de rue sentait les marrons grillés et l'attente. Et pourtant, dans mon appartement, il n'y avait que le bourdonnement du réfrigérateur et le poids d'une chaise vide. Je pouvais presque entendre les rires qui s'élèveraient bientôt de la maison de mes parents à Portland, le bruit des cuillères de service, le tintement des verres lorsque ma sœur Lena entrerait avec son mari et leurs jumeaux, le tableau de famille parfait. Mes parents en bout de table, la voix de ma mère disant, tellement reconnaissante que nous soyons tous réunis. Eux tous, sauf moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas soupiré. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est installé dans un calme étrange. Peut-être parce que je me préparais à ce moment depuis des années sans m'en rendre compte. On ne peut vous dire, peut-être l'année prochaine, qu'un certain nombre de fois avant de décider, non, cette année est la mienne. J'ai posé la tasse, je me suis dirigé vers le petit tableau en liège au-dessus de mon bureau et j'y ai épinglé la facture imprimée arrivée 2 semaines plus tôt, les documents de clôture pour un ranch à White Valley, dans le Montana. 260 acres de terres ouvertes, des cabanes en cèdre et une cuisine assez grande pour accueillir un village. Le chiffre en bas me tordait encore l'estomac chaque fois que je le voyais, 5 millions de dollars. Ce n'était pas une question d'argent. C'était ce que cela représentait. La liberté. La preuve que je pouvais construire quelque chose à partir de rien. Je ne l'avais pas dit à mes parents, bien sûr. Pour eux, j'étais toujours la fille trop occupée, courant toujours après les projets, jamais à la maison assez longtemps pour entrer dans leur tableau. Ils ne savaient pas que le même silence qu'ils m'avaient offert était devenu le carburant qui avait bâti un empire dans la technologie logistique, que chaque acclamation pour Lena m'avait poussé à travailler une nuit blanche de plus jusqu'à ce que mon entreprise tienne enfin debout toute seule. Et ils ne savaient certainement pas que ce Thanksgiving, je ne prévoyais pas de manger seul devant la télévision avec des nouilles à emporter. J'avais autre chose en tête. Quelque chose de plus grand, de plus chaleureux, de plus bruyant. Cette année, je cuisinerais pour des gens qui n'avaient personne. Pour les chauffeurs qui dormaient dans leurs camions sur des autoroutes gelées, les infirmières qui faisaient des doubles gardes, les vétérans qui vivaient dans des caravanes au-delà des limites de la ville. J'ouvrirais grand les portes du ranch et laisserais entrer quiconque avait besoin d'un endroit où se sentir à sa place. 200 places, 200 assiettes, 200 chances de transformer la solitude en lumière. C'était peut-être insensé, peut-être même impulsif, mais j'avais passé trop de fêtes à regarder de l'extérieur. Je voulais savoir ce que ça faisait de créer ma propre table au lieu de mendier une chaise à celle de quelqu'un d'autre. Je l'imaginais déjà, les longues tables en bois sous des guirlandes de lumière dorée, l'odeur de la dinde rôtie flottant dans l'air neigeux, des inconnus trinquant avec des chopes de cidre comme de vieux amis. Pas de prières récitées, pas de conversations polies sur les carrières ou les prêts immobiliers, juste des gens reconnaissant d'avoir simplement un repas chaud et d'être vus. Cette image brillait assez fort pour faire fondre la lourdeur qui pesait sur ma poitrine. Pour la première fois, l'idée d'être exclu ne faisait pas mal. C'était comme une permission. La permission de réécrire le scénario. Alors, j'ai envoyé un court message à mon assistante, appelé le bureau du shérif à White Valley. Renseignez-vous sur les refuges locaux ou sur toute personne ayant besoin d'un repas demain. Puis un autre,
trouver 10 fours supplémentaires. Livraison de nuit si nécessaire. Les réponses sont arrivées en quelques minutes. Le plan était déjà en marche. La douleur qui m'avait envahi tout le matin s'est transformée en concentration, en but. C'était peut-être ça, le véritable sens de Thanksgiving, non pas qui vous invitait, mais qui vous décidiez de nourrir. J'ai jeté un dernier regard au message de mon père avant d'éteindre le téléphone. C'est complet pour Thanksgiving. Peut-être qu'il avait raison. Leur table était complète. Mais la mienne commençait tout juste à être dressée. Vous a-t-on déjà dit, gentiment mais fermement, qu'il n'y avait pas de place pour vous? Que peut-être l'année prochaine, peut-être une autre fois, peut-être ailleurs. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Parce que ce soir, au milieu de toutes ces tables complètes, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à avoir décidé de construire la sienne. Quand j'y repense, c'est presque drôle de voir comment chaque souvenir de Thanksgiving dans notre maison tournait autour d'une seule chose, la table. La table de la famille Hart était la pièce maîtresse de chaque photographie, de chaque célébration, de chaque illusion d'unité que nous essayions de préserver. Mais ce que ces photos ne montraient jamais, c'est que derrière les rires et l'argenterie polie, il y avait toujours une plus petite table pliante dans un coin. Et c'est là que j'étais assise. Ma chaise n'était jamais tout à fait stable, une jambe plus courte que les autres, couverte d'une nappe de reste qui n'était pas assortie au reste de la pièce. À l'époque, je me disais que ce n'était pas grave. Après tout, la vraie table était bondée d'adultes, avec Léna au centre de chaque conversation, et j'étais juste la silencieuse qui ne voyait pas d'inconvénient à aider en cuisine. J'ai appris très tôt que dans notre famille, l'attention était une ressource rare, et qu'elle coulait toujours dans une seule direction, vers ma sœur, Léna, l'enfant prodige. Elle était du soleil en bouteille sous forme humaine, du moins aux yeux de mes parents. Que des capitaine de l'équipe de débat, reine du bal de fin d'année. Chaque Thanksgiving, quand mon père découpait la dinde, il levait son verre et disait quelque chose comme « Nous sommes si reconnaissants pour le travail acharné de Léna, pour le brillant avenir qui l'attend. » Tout le monde applaudissait, les yeux de ma mère brillant de fierté, et quelqu'un demandait inévitablement à Léna ses projets universitaires ou ses stages en droit. Puis ils retournaient à leurs assiettes, satisfaits que la gratitude ait été correctement exprimée. Personne ne me demandait jamais pourquoi j'étais reconnaissante ou sur quoi j'avais travaillé. J'étais généralement encore dans la cuisine, les coudes plongés dans la vaisselle, prétendant que le cliquetis des assiettes était une compagnie suffisante. Je me souviens encore d'une année où j'avais 14 ans. C'était l'année où j'avais décidé de faire ma première tarte à la citrouille à partir de rien. J'avais passé des heures à mesurer les épices, à étaler la pâte, à essayer de rendre la croûte parfaite. L'odeur remplissait toute la cuisine, chaude et sucrée, et pour une fois, je me sentais fier. Je l'ai portée jusqu'au comptoir, en faisant attention de ne pas la faire tomber, attendant que ma mère se retourne. Quand elle l'a fait, elle a souri faiblement, puis a dit, « Peut-être qu'on va laisser tante Margaret goûter celle-là d'abord, ma chérie. Tu sais, juste par précaution. Parfois tes recettes peuvent être un peu ratées. » Elle ne le disait pas méchamment. Elle l'a dit comme les gens commentent la météo, de manière désinvolte, négligente, mais ça a atterri comme une pierre dans ma poitrine. Tout le monde a ri doucement, et le moment s'est dissous comme du sucre dans du thé chaud. Plus tard, j'ai vu la tarte à moitié mangée sur le bord du buffet de dessert, personne ne se souvenant de qui l'avait faite. C'est comme ça que ça se passait toujours. Chaque fête se fondait dans un schéma où j'étais presque vu, presque félicité, presque à ma place. Quand j'ai ramené un ruban de l'Expo Science au collège, mon père m'a tapoté l'épaule et a dit « C'est bien, Amélia. Tu as toujours été si pragmatique. » Le lendemain, Léna a annoncé qu'elle avait été invitée à une conférence sur le leadership étudiant, et toute la famille a organisé un dîner en son honneur. J'ai aidé à accrocher les bannières dorées qui éplaient, « Et si fier des ETOI », en faisant semblant de ne pas remarquer l'ironie. Noël n'était pas différent. C'est moi qui emballais les cadeaux de tout le monde et écrivais leur nom d'une écriture soignée sur les étiquettes, pour découvrir qu'il en manquait toujours un sous le sapin, le mien. « Oh, je pensais que papa t'achetait quelque chose », disait ma mère, et papa gloussait, « On se rattrapera l'année prochaine. » C'est devenu notre blague de famille. L'année prochaine. Toujours l'année prochaine. Le plus cruel n'était pas la négligence elle-même. C'était à quel point cela semblait normal. Mes parents n'étaient pas des monstres. Ils me serraient dans leurs bras. Ils me posaient des questions sur l'école. Ils disaient qu'ils m'aimaient. Mais l'amour,
lorsqu'il est divisé de manière inégale, peut toujours laisser un côté affamé. Chaque fois qu'ils regardaient Lena, il y avait de la fierté et de l'adoration dans leurs yeux. Quand ils me regardaient, il y avait de la politesse, assez chaleureuse pour passer, assez froide pour brûler. Au moment où j'ai atteint le lycée, j'avais appris la chorégraphie de l'invisibilité. Je débarrassais les assiettes avant qu'on me le demande, je riais au bon moment, je comblais les silences avec des banalités dont personne ne se souvenait. Si les invités complimentaient la mise en table ou le dessert, ma mère souriait et disait « Lena a aidé à choisir les couleurs ». Elle ne mentionnait jamais que j'avais repassé la nappe, arrangé les fleurs ou veillé tard pour nettoyer les taches sur l'argenterie. Ce n'était pas malveillant. C'était simplement la hiérarchie de l'attention qui régnait dans notre maison. J'avais l'habitude de penser que c'était de ma faute, que peut-être si j'étais plus bruyante, plus drôle, plus impressionnante, je finirais par mériter une place à la table principale. Mais chaque tentative se retournait contre moi. Un Thanksgiving, j'ai essayé de me joindre à la conversation des adultes, partageant que j'avais été accepté dans un programme avancé d'informatique à l'école. Mon père a souri vaguement, regardant déjà vers Lena. « C'est bien, ma chérie », a-t-il dit. « Mais as-tu entendu que Lena a été nominée pour la présidence du conseil des élèves ?» La conversation a tourné instantanément, et mes mots sont restés en suspens dans l'air, inachevés, indésirables. Je me suis excusé pour aller vérifier les tartes. Quelque part en cours de route, j'ai arrêté d'essayer. Je me suis construit un monde à moi, un monde tranquille, dans le garage ou le grenier, partout où je pouvais bricoler sans jugement. J'aimais les machines parce qu'elles étaient honnêtes. Elles ne faisaient pas de favoritisme. Si quelque chose ne fonctionnait pas, on pouvait le réparer. Si un fil se cassait, on pouvait le ressouder. Les gens n'étaient pas comme ça. La famille n'était pas comme ça. Plus je vieillissais, plus je devenais invisible. Quand Lena a obtenu son diplôme universitaire, il y avait une bannière sur le porche d'entrée, un dîner traiteur, un diaporama de photos d'enfance sur fond de musique sentimentale. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ma mère a posté une seule photo sur Facebook, un cliché flou avec la légende « Si fier de mes 2 filles ». Je me souviens avoir fixé ce mot « deux », me demandant pourquoi cela ressemblait encore à un prix de consolation. En y repensant maintenant, je me suis rendu compte que ces années n'étaient pas seulement remplies de négligence. C'étaient des répétitions. Chaque tarte oubliée, chaque siège vide, chaque « peut-être l'année prochaine » m'apprenait quelque chose. Comment survivre sans applaudissements? Comment construire en silence? Comment transformer la douleur en carburant? C'est pourquoi, lorsque le message de mon père est arrivé ce matin-là, c'est complet pour Thanksgiving. Peut-être l'année prochaine, je ne me suis pas effondré. Je m'étais préparé à cette phrase toute ma vie. C'était juste le dernier couplet d'une histoire que je connaissais déjà par cœur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils avaient passé des années à décider qui méritait une place, j'avais passé ces mêmes années à apprendre à construire ma propre table. Et cette fois, personne n'allait me pousser dans un coin. Quand j'avais 17 ans, j'ai cru que j'avais enfin fait quelque chose qui les rendrait fiers. C'était le printemps, l'air encore assez froid pour mordre, et je me souviens avoir couru de la boîte aux lettres à la maison avec l'enveloppe pressée contre ma poitrine. Le logo dessus était sans équivoque, l'université de Stanford, le genre de nom qui fait taire les pièces. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli déchirer la lettre en deux en l'ouvrant. Félicitations. Vous avez obtenu une bourse complète. J'ai relu les mots encore et encore, non par incrédulité, mais parce que je voulais mémoriser le sentiment, le battement de cœur d'être vu, même si ce n'était que par un morceau de papier. Pendant quelques minutes, je me suis laissé imaginer la scène qui suivrait. Mes parents rayonnant, mon père appelant les parents pour se vanter, ma mère peut-être même pleurant un peu, disant qu'elle avait toujours su que je pouvais le faire. Je suis entré dans le salon, la lettre tremblante dans mes mains, prête à leur tendre la preuve que je valais la peine d'être remarqué. Mon père était dans son fauteuil en train de lire le journal du soir, et ma mère pliait des serviettes pour un autre dîner que Lena organisait pour ses amis du débat. Je suis resté là un instant, attendant que quelqu'un lève les yeux. « Papa », ai-je finalement dit. J'ai été accepté. Bourse complète. Stanford. J'ai attendu le son, le hoquet de surprise, les applaudissements, les mots que chaque enfant attend toute sa vie d'entendre, « Je suis fier de toi ». Au lieu de cela, mon père a baissé le journal à moitié et a légèrement froncé les sourcils, comme si j'avais interrompu une pensée. « Stanford ? C'est en Californie, n'est-ce pas » a-t-il dit, non pas méchamment, mais avec distance.
C'est si loin, Amelia. Es-tu sûre de vouloir aller si loin? La vie est chère là-bas, même avec une bourse. Tu devrais peut-être regarder quelque chose de plus proche, comme l'Université d'État de Portland. Lena prévoit déjà de rester dans le coin. Ce sera plus facile pour la famille. Le mot « famille » m'a piqué plus que je ne pouvais le supporter. Je voulais lui dire que ceci, ma lettre d'acceptation, ma réussite, était censée concerner la famille, nous représenter, montrer que j'étais plus que l'ombre silencieuse derrière sa fille parfaite. Mais les mots sont morts dans ma gorge. Ma mère n'a même pas interrompu son pliage. Ton père a raison, ma chérie. Être proche de la maison signifie que nous pouvons t'aider davantage. En plus, les fêtes seront plus faciles. Tu sais à quel point il est difficile de réunir tout le monde. Elle m'a regardé et a souri doucement, le genre de sourire qui était censé être chaleureux mais qui donnait plutôt l'impression d'être doucement effacé. Dans l'embrasure de la porte derrière eux, Lena est apparue, ses cheveux attachés en une queue de cheval parfaite, tenant un plateau de limonade. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, les yeux pétillants de curiosité. Ma mère s'est immédiatement tournée vers elle. « Ta sœur a été acceptée à Stanford » a-t-elle dit. « Mais elle pense à rester plus près de la maison. N'est-ce pas gentil ?» Les sourcils de Lena se sont levés, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle dirait quelque chose de gentil, quelque chose de sororal. Au lieu de cela, elle a haussé les épaules et a dit « Oui, c'est probablement plus intelligent. L'université n'est pas tout ce qu'on en dit si tu es loin de tout le monde. » Elle est retournée dans la cuisine, et c'en était fini. Mon triomphe s'est aplati en une pensée secondaire. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond, la lettre d'acceptation posée sur ma poitrine comme un poids au lieu d'une victoire. J'entendais Lena rire avec ses amis en bas, sa voix vive, facile, aimée. Je me demandais ce que ça faisait d'entrer dans une pièce et de voir tout le monde s'illuminer juste parce que vous étiez là. Je n'avais jamais connu ce sentiment. Tout ce que j'avais jamais connu, c'était de travailler 2 fois plus dur pour la moitié des applaudissements. Et même alors, parfois même pas ça. Le lendemain matin, j'ai plié la lettre avec soin, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Je n'en ai plus jamais parlé. Quelques jours plus tard, mon père a dit nonchalamment à un voisin, « Lena regarde déjà les facultés de droit, elle deviendra probablement associée un jour. » J'étais juste à côté, et quand le voisin a demandé, « Et Amelia ?» mon père a souri. « Oh, elle est encore en train de décider. » C'est la silencieuse. Je me souviens avoir hoché la tête, faisant semblant d'être d'accord, faisant semblant que cela ne me blessait pas profondément. Mais quelque chose en moi s'est fissuré ce jour-là. C'était la première fois que je comprenais vraiment que leur approbation ne viendrait pas, non pas parce que je ne l'avais pas mérité, mais parce qu'il ne s'était jamais agi de mérite au départ. Dans notre famille, l'amour n'était pas une langue que l'on pouvait apprendre par l'effort. Il était hérité par l'ordre de naissance et renforcé par l'habitude. Lena avait été choisie bien avant que l'une de nous deux ait eu la chance de prouver qui nous étions. Cette prise de conscience a fait mal d'une manière qui a rendu le monde plus net, plus froid, mais elle m'a aussi apporté de la clarté. Si je ne pouvais pas gagner leur fierté, j'arrêterais d'essayer. Dans les mois qui ont suivi, je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. J'ai fait des doubles gardes dans un café local après l'école, j'ai économisé chaque dollar et j'ai rempli les documents de logement pour Stanford sans le dire à personne. J'ai dit à mes parents que je travaillais sur un projet d'été. En vérité, je me préparais à partir. Le matin de ma remise de diplôme, alors que Lena était occupée à répéter son discours de major de promotion, je suis allé tranquillement à la boîte aux lettres et j'ai envoyé mon acompte de confirmation. C'était comme signer un traité avec moi-même, un accord selon lequel, à partir de maintenant, je ne m'en dirai plus une place à leur table. Je construirai quelque chose à moi, peu importe le temps que cela prendrait. Quand je suis parti pour la Californie en août, personne n'est venu me dire au revoir. Mon père a dit qu'il avait une réunion avec un client, et ma mère m'a serré rapidement dans ses bras à la porte, en chuchotant « N'oublie pas d'appeler, d'accord ?» Lena ne s'est même pas réveillée. J'ai descendu seul les marches du perron avec ma valise, l'air du matin encore lourd de brume. Pendant un bref instant, j'ai regardé par la fenêtre de notre salle à manger. La table à l'intérieur brillait sous le lustre, parfaitement mise pour 4. Ma place, comme toujours, était vide. Je ne le savais pas à l'époque, but ce départ silencieux allait devenir le moment décisif de ma vie. Il n'y a pas eu de grand adieu, pas d'au revoir en larmes,
pas de photos de famille marquant le début de mon avenir. Juste moi, un billet de bus et une promesse, je ne mesurerai plus jamais ma valeur à leurs applaudissements. Je trouverai un moyen de me nourrir de but, de travail, de sens, même si personne d'autre ne disait jamais qu'ils étaient fiers. Il m'a fallu des années pour réaliser que c'était la nuit où j'ai cessé d'être une fille dans leur histoire et commencé à être l'auteur de la mienne. Chaque kilomètre entre Portland et Palo Alto était un fil coupant net l'ancien récit. J'ai un peu pleuré pendant ce long trajet vers le sud, mais ce n'était pas des larmes de perte. C'était le son des chaînes qui se brisaient enfin. Au moment où le bus est entré en Californie, le soleil se levant sur l'horizon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, l'étrange et silencieux soulagement de la liberté. J'avais quitté la table, et pour la première fois, je n'ai pas regardé en arrière. Les premières années en Californie m'ont réduite à l'os. La liberté avait semblé glamour quand j'étais descendu de ce bus, mais en réalité, elle était enveloppée d'épuisement et de nouilles instantanées bon marché. Ma bourse couvrait les frais de scolarité mais pas le coût de la vie, et Palo Alto n'était pas exactement tendre avec quiconque n'avait pas de filet de sécurité. J'ai loué un demi-sous-sol qui sentait le plâtre humide et j'ai vécu au milieu de cartons que je ne pouvais pas me permettre de déballer. Mon lit était un canapé d'occasion affaissé que j'avais traîné d'un vide-grenier, ses ressorts me meurtrissant le dos chaque nuit. Je travaillais dans un restaurant près du campus, remplissant le café de gens dont les parents leur envoyaient des cartes de crédit pour des urgences qui n'existaient pas. Mes urgences étaient constantes, factures impayées, placards vides, et cette question lancinante qui revenait chaque fois que je regardais mon téléphone. Remarquerait-il même si j'appelais? Pourtant, j'ai persévéré. Entre les cours, j'ai appris à coder parce que cela ressemblait à un langage sur lequel je pouvais compter, un langage qui ne mentait pas, qui ne faisait pas de favoritisme. J'ai étudié les systèmes logistiques, fasciné par la façon dont un maillon manquant pouvait briser une chaîne entière, comment un retard non remarqué pouvait se propager et causer le chaos. C'était peut-être ma façon de comprendre ce qui m'était arrivé, que même les plus petites déconnexions, répétées assez souvent, pouvaient briser complètement la structure d'une famille. Dès ma 3e année, je faisais un stage dans une petite start-up de transport, cartographiant les itinéraires de la chaîne du froid pour les fournitures médicales. Le salaire était misérable, mais les données me fascinaient, comment la température, le temps et la distance pouvaient faire la différence entre la vie et la mort pour quelque chose d'aussi simple qu'un vaccin. Après mon diplôme, je suis resté à plein temps, travaillant 12 heures par jour dans un bureau exigu au-dessus d'un entrepôt qui sentait l'huile de moteur. L'entreprise a fait faillite en 1 an. Les investisseurs se sont retirés, et les fondateurs ont disparu avec tout ce qu'ils pouvaient sauver. Je me suis retrouvé avec 2 chèques de paie impayés et une tête pleine de feuilles de calcul, mais aussi une idée. J'avais vu à quel point le système était inefficace, combien de nourriture et de médicaments étaient gaspillés parce que personne ne suivait le dernier kilomètre. Si je pouvais construire une plateforme qui prédisait les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se produisent, une plateforme qui pourrait réacheminer les expéditions en temps réel, peut-être que je pourrais changer quelque chose. C'était une idée ridicule pour quelqu'un sans argent, sans soutien et sans nom de famille qui ouvre des portes. Mais je m'en fichais. J'avais déjà vécu de reste. Au moins cette fois, la fin avait un but. J'ai trouvé 2 autres rêveurs, Matteo, un ingénieur cubano-américain qui dormait dans sa voiture entre 2 contrats, et June, une analyste de données au rire de verre brisé qui avait été licenciée d'une plus grande entreprise. Nous nous sommes installés dans un garage abandonné derrière une laverie automatique. Le propriétaire nous a fait un prix parce qu'il supposait que nous échouerions rapidement. Pendant des mois, nous avons vécu comme des fantômes. Nous codions pendant la journée, livrions des plats à emporter la nuit, et tenions des réunions dans le coin d'un restaurant ouvert 24 heures sur 24 parce que c'était le seul endroit avec le Wi-Fi et les recharges gratuites. J'ai appris à faire durer un sandwich à 5 $ pour 2 repas et à convaincre les investisseurs de rester 5 minutes de plus avant de raccrocher. Je me souviens d'une nuit en particulier, le chauffage était en panne, notre souffle formait des nuages dans l'air alors que nous fixions un écran d'ordinateur portable lumineux, regardant un tableau de bord en direct des itinéraires de livraison que nous avions réussi à simuler. Le système a clignoté en vert. Matteo a poussé un cri si fort que la serveuse a fait tomber son plateau. Pour la première fois, cela semblait réel. Mais la réalité avait des factures. En 6 mois, nos économies se sont évaporées. Nous étions à quelques jours de ne pas pouvoir payer le loyer de notre minuscule bureau lorsqu'un courriel est arrivé d'une chaîne d'épiceries régionales qui desservait les zones rurales du Montana et du Wyoming. Ils perdaient des milliers de dollars chaque mois à cause de produits avariés lors de longs transports à travers les Rocheuses. Ils voulaient tester notre système.
Le contrat était petit, à peine assez pour couvrir le loyer et les ramènes, mais c'était une bouée de sauvetage. Je suis resté éveillé pendant 72 heures d'affilée, écrivant le code, construisant des tableaux de bord de suivi et configurant des alertes qui informaient les chauffeurs si la température d'un camion dépassait le seuil. Quand le test s'est terminé, leur directeur a appelé et a dit, pour la première fois ce trimestre, rien ne s'est avarié. Il a viré le paiement cet après-midi-là. Ce seul projet pilote a tout changé. La nouvelle s'est répandue dans les réseaux régionaux plus vite que nous ne pouvions l'imaginer. Un hôpital rural de l'Idaho nous a ensuite contactés, demandant si nous pouvions adapter notre système pour le transport d'organes entre les cliniques. Puis est venu un distributeur pharmaceutique du Nevada. En un an, nous avions acquis assez de crédibilité pour attirer de vrais clients et, pour la première fois, de vrais employés. J'avais 24 ans, je dirigeais une entreprise de 8 personnes, tous encore à moitié fauchés mais fonctionnant à l'adrénaline. Nous l'avons appelé Northlink System, un nom qui sonnait plus grand que nous ne l'étions. Chaque matin, j'entrais dans notre minuscule bureau d'entrepôt et je me disais, tu as ta place ici. Peu importait que je ne puisse toujours pas me payer une assurance maladie ou que mes parents n'aient aucune idée de ce que je faisais. Chaque succès, chaque envoi sauvé, chaque itinéraire optimisé ressemblait à une rébellion privée contre chaque Thanksgiving où j'avais été invisible. Puis la pandémie est arrivée, et le monde a été bouleversé. Les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées. Les hôpitaux ont crié à l'aide, et pour la première fois, le pays tout entier s'est soucié de la logistique. Notre plateforme, autrefois une curiosité, est soudainement devenue une nécessité. Nous avons travaillé sans relâche, cartographiant les itinéraires de distribution pour les masques, les gants et les bouteilles d'oxygène. Je dormais à peine. L'équipe mangeait des pizzas froides à leur bureau, la lueur des écrans se reflétant dans des yeux cernés. Mais quand nous avons vu ces premiers convois atteindre les hôpitaux à temps, quand des infirmières ont écrit pour dire « Votre système a sauvé des vies », quelque chose en moi s'est fissuré. Pour la première fois, je ne me sentais pas seulement utile, mais vu. En moins d'un an, Northlink est passé de 3 personnes dans un garage à plus de 50 employés dans 5 États. Les médias ont commencé à nous appeler « le système nerveux de la chaîne d'approvisionnement médical ». Mon nom est apparu sur une liste Forbes 30 Under 30, et les investisseurs ont commencé à me courtiser au lieu de m'ignorer. Mais même au milieu de tout ce succès, je n'ai jamais appelé à la maison. Je n'ai pas envoyé l'article. Je ne leur ai pas parlé des interviews ou de la levée de fonds. Je savais exactement ce qui se passerait si je le faisais. Ma mère dirait, c'est bien, ma chérie. As-tu entendu que Lena vient d'être promue associée senior, et tout l'air quitterait à nouveau la pièce. Au lieu de cela, j'ai continué à construire. Chaque fois qu'un client signait un nouveau contrat, je mettais la moitié de mes gains sur un compte séparé, un fonds silencieux pour quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer. Au moment où j'ai eu 30 ans, ce compte avait suffisamment grandi pour acheter le genre de liberté dont je ne faisais que rêver auparavant. Un soir, après une autre journée de 12 heures, je me suis assis seul dans mon bureau avec les lumières de la ville vacillant à travers les stores. L'équipe était rentrée chez elle, laissant derrière elle l'odeur du café et des rires faibles qui résonnaient encore dans les murs. J'ai affiché le tableau de bord de l'entreprise, regardant les lignes clignotantes des camions sur la carte, des centaines d'itinéraires, tous en mouvement, tous connectés. Cela ressemblait à des veines pulsant de vie. Pendant un moment, j'ai repensé à ma famille, au dîner froid et aux chaises vides, à la façon dont le silence remplissait chaque recoin de cette maison. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais construit un réseau à partir de ce qu'ils avaient brisé. Ils m'avaient donné de la distance, et je l'avais transformé en portée. Quelques semaines plus tard, lorsque l'offre d'acquisition est venue d'une entreprise de logistique du Fortune 500, 120 millions de dollars, je n'ai pas célébré avec du champagne ou des dîners chics. J'ai simplement fermé mon ordinateur portable, j'ai expiré et j'ai conduit jusqu'à la périphérie de la ville où la silhouette des bâtiments s'estompait dans les terres agricoles. Je suis resté assise là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, traçant les constellations comme des itinéraires dans le ciel. Je n'avais plus besoin de leurs applaudissements. Je n'avais plus besoin de leur table. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace, un endroit assez calme pour contenir tout ce que j'avais construit et tout ce que j'avais perdu. Un endroit où personne ne pourrait me dire que je n'avais pas ma place. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis permis de rêver de terre, des terres ouvertes et illimitées où la neige d'hiver pourrait tomber sans jugement. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première nuit où le ranch de White Valley a commencé à prendre forme dans mon esprit. Ce n'était pas la vengeance que je voulais. C'était la paix, et j'étais enfin assez riche pour l'acheter.
La première fois que j'ai emprunté l'étroit chemin de terre qui serpentait à travers White Valley, dans le Montana, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. L'air était plus fin ici, plus vif, chaque respiration coupant net le bruit que j'avais porté pendant des années. La terre se déroulait à l'infini, une mosaïque de prairies dorées balayées par le vent et l'ombre. À l'ouest, des rangées de pins sombres grimpaient vers les sommets enneigés de la chaîne de Bridger. Le ciel semblait trop grand pour appartenir à quiconque, le genre de ciel qui vous faisait réaliser à quel point tout le reste était petit et temporaire. Le ranch se trouvait au creux d'une vallée où le brouillard matinal se rassemblait comme de la soie. La maison elle-même était une vaste structure revêtue de cèdre, ses larges fenêtres orientées à l'est pour capter le lever du soleil. Elle avait été abandonnée pendant des années lorsque je l'ai achetée, la poussière assez épaisse pour y écrire son nom, les volets suspendus de travers, l'odeur de la fumée de bois encore faiblement emprisonnée dans les murs. Mais sous la négligence, elle semblait vivante, attendant que quelqu'un l'écoute. J'ai traversé chaque pièce vide en passant la main sur les surfaces, retraçant des histoires qui n'avaient pas été racontées depuis longtemps. Les lattes du plancher grinçaient sous mes bottes comme si elles murmuraient « Tu as réussi. Tu es chez toi ». La première pièce que j'ai restaurée fut la cuisine. Elle était énorme, avec un foyer ouvert et un double four encastré dans le mur de pierre. Je n'avais jamais eu une cuisine comme celle-là, une où l'on pouvait cuisiner tout en voyant le monde extérieur. J'ai remplacé les carreaux fissurés par de l'ardoise chaude, j'ai accroché des casseroles en cuivre qui captaient la lumière du matin et j'ai installé une longue table en chêne en plein centre. La table était le cœur de tout cela. Je l'avais fait faire sur mesure par un artisan local, poncé lisse, le grain du bois tourbillonnant comme des courants de rivière. Pas de tête, pas de pied, pas de hiérarchie, juste une surface continue où tout le monde pouvait s'asseoir en égaux. Et il y avait une règle que j'ai décidée très tôt, il n'y aurait pas de table pour enfants, pas de table de coin, pas de siège à part. Si vous franchissiez ma porte, vous aviez votre place. J'ai passé des semaines à redonner vie à l'endroit. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube, enveloppé dans un manteau de flanelle, et je préparais du café alors que le givre se répandait sur les fenêtres. Je sortais sur le porche pour regarder le soleil grimper au-dessus de la crête, peignant les champs d'or. Certains jours, des chevaux sauvages passaient le long de la clôture, leur souffle argenté dans l'air. J'ai appris le rythme de la terre, le craquement du sol gelé, l'odeur du cèdre après la pluie, le silence qui bourdonnait comme un battement de cœur sous tout. À la fin de l'automne, la maison n'était plus une ruine. Les murs brillaient d'une teinture fraîche, les cheminées brûlaient proprement et le garde-manger sentait le pain et la farine. J'avais construit une chambre froide sous la cuisine, ses étagères garnies de bocaux de légumes marinés, de sacs de farine et de suffisamment de café pour survivre à un siège. Quand je fermais la lourde porte, l'air devenait froid et immobile, me rappelant les entrepôts que je cartographiais autrefois. Sauf que cette fois, la logistique ne concernait pas le profit. Elle concernait la préservation, le maintien de quelque chose de chaleureux en vie pendant le long hiver. Dehors, j'ai tendu des bannières de feuilles d'érable sur les poutres du porche, leurs rouges profonds et leurs ocres flottant au vent. Ce n'étaient pas des décorations. C'étaient des promesses de remplir à nouveau cet endroit de vie, de transformer l'écho creux de la solitude en quelque chose de sacré. Chaque clou que j'ai martelé, chaque bûche que j'ai empilée, chaque assiette que j'ai placée sur cette table en chêne était un acte silencieux de défi contre les années que j'avais passées à attendre la permission d'appartenir. Je me souviens de la première nuit où j'y ai dormi seul. Le feu crépitait doucement, les ombres dansant sur les murs de cèdre. Je me suis assise à la table avec un simple repas, du pain, de la soupe et du vin, et j'ai écouté la tempête dehors. Il n'y avait pas de musique, pas de rire, pas de verre qui tinte. Et pourtant, je me sentais entouré de quelque chose de plus grand que la compagnie. C'était peut-être la paix. C'était peut-être les fantômes de tous les Thanksgiving passés que j'avais manqués, trouvant enfin le chemin du retour. Je me suis surprise à chuchoter dans le silence, s'ils ne me font pas de place, je construirai toute la table moi-même. À partir de ce moment, le ranch est devenu plus qu'une propriété. C'est devenu une déclaration. Chaque espace avait une signification. La cuisine était la chaleur. Le porche était la réflexion. La longue table au centre était la justice. J'ai placé une seule chaise sculptée à la main à l'extrémité, non pas comme un trône, mais comme un symbole. Sur son dossier, j'ai gravé les mots, pour celui qui s'est senti invisible. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour quiconque avait déjà été laissé debout dans une embrasure de porte pendant que les rires continuaient sans eux.
J'ai engagé des charpentiers locaux pour aider à restaurer la grange et la transformer en salle commune. Ils m'ont demandé ce que je comptais faire avec autant d'espace, et j'ai souri, en disant seulement, je le garde pour quelque chose d'important. La nuit, je m'y promenais avec une lanterne, les faisceaux de lumière ambrée brillant au-dessus de moi, et je pouvais déjà imaginer ce que cela pourrait devenir, un refuge, un endroit où les histoires pourraient respirer à nouveau. Parfois, des voisins de la ville la plus proche s'arrêtaient, curieux de connaître la femme qui avait acheté l'ancienne propriété de White Valley. Je les invitais à prendre un café, et nous nous asseyions près de la fenêtre, parlant du temps, des récoltes et des longs hivers à venir. Ils m'ont raconté comment la vallée organisait des repas partagés il y a des décennies, quand les gens se rassemblaient encore juste pour partager de la nourriture et de la chaleur. C'est calme depuis, a dit un homme âgé. Trop calme. J'ai souri et j'ai dit, peut-être qu'il est temps de ramener ça. J'ai trouvé la paix dans le rythme de la reconstruction, couper du bois de chauffage, balayer la sûre, entendre l'écho du marteau contre le clou. Mes mains, qui avaient autrefois tapé des chaînes de code interminables, sentaient maintenant le cèdre et la résine. Je réapprenais à créer sans date limite, sans que personne ne regarde. Chaque journée se terminait de la même manière, moi, assise sur les marches du porche, regardant le soleil sombrer dans la prairie, l'air devenant lavande et froid. Et dans ces heures tranquilles, la douleur de toutes les années que j'avais passées à courir après l'approbation a commencé à se dissoudre. Un soir, alors que la première neige commençait à tomber, j'ai allumé toutes les lanternes de la maison et j'ai marché de pièce en pièce. La lumière vacillait sur les poutres en bois, les tables, les bocaux de conserve, les simples assiettes soigneusement empilées dans les placards. La maison ne semblait plus vide. Elle semblait prête. Elle attendait, tout comme moi, le bon moment. Cette nuit-là, j'ai écrit une seule phrase sur le tableau noir de la cuisine, « S'ils ne te font pas de place, construis ta propre table ». Ce n'est pas l'amertume qui a guidé ma main. C'était la compréhension. Cet endroit n'était plus une question de vengeance. C'était une question de réclamation. Pendant des années, j'avais vécu petitement pour que personne ne m'accuse de prendre trop de place. Mais ce ranch, avec sa longue table et ses portes ouvertes, était la preuve que j'avais fini de m'excuser d'exister. Quand le vent hurlait contre les fenêtres, j'ai attisé le feu plus fort et j'ai imaginé les rires qui rempliraient un jour ces murs. Pas des rires polis, répétés, mais le genre qui déborde et réchauffe tout le monde à portée. La table brillait à la lueur du feu, assez large pour supporter le poids de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'avais trouvé. Dans le silence, j'ai levé mon verre vers les chaises vides et j'ai chuchoté, à ceux qui n'ont jamais eu de siège. Cette table est pour vous. Le message de mon père avait été bref, 8 mots qui tenaient nettement sur une seule ligne, c'est complet pour Thanksgiving. Peut-être l'année prochaine. Au début, je l'ai relu 2 fois, pensant qu'il devait y avoir une phrase manquante, une suite, quelque chose de doux pour amortir le choc. Mais non, c'était tout. Froid, factuel, final. Le genre de message que l'on envoie quand on veut fermer une porte sans avoir l'air sans cœur. J'ai fixé l'écran un long moment, la lumière vacillant sur le reflet de la fenêtre du ranch, la neige tombant juste derrière la vitre. Puis j'ai tapé un seul mot en réponse, souci. Je l'ai envoyé avant de pouvoir ressentir quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que les mots se sont installés dans ma poitrine comme du givre. Le lendemain matin, alors que j'étais assise avec mon café sur le porche, regardant le brouillard s'enrouler à travers les pins, quelque chose en moi a commencé à remettre cela en question. Complet ? Complet de qui, exactement ? Nous n'avions pas une famille immense. Même en comptant les tantes et les cousins, Thanksgiving n'avait jamais eu besoin de liste d'attente. J'ai essayé de me dire qu'il gardait peut-être les choses simples, que ce n'était peut-être pas personnel, mais la douleur de la familiarité disait le contraire. Je connaissais trop bien le schéma, simplifier la liste des invités, me laisser de côté, le justifier plus tard. J'ai fait défiler mon téléphone, hésitant sur le nom de mon jeune frère, Ethan. Il n'était pas cruel, juste complaisant, toujours trop désireux de plaire aux gens qui avaient fait de lui leur deuxième favori. Il était le juste milieu entre l'enfant prodige et l'oublié, bien qu'il penchât lourdement vers la lumière de ma sœur. J'ai appuyé sur appeler. Il a décroché après 3 sonneries, sa voix trop désinvolte, comme s'il s'y attendait. Salut, sœurette. Tout va bien ? Oui, ai-je menti. Je voulais juste vérifier. Vous ne fêtez vraiment pas Thanksgiving cette année ? Papa a dit que c'était complet. Un silence s'est étiré sur la ligne pendant un moment. Puis est venu un léger soupir.
Oh, il a dit ça. Oui, il l'a dit. Ethan a expiré à nouveau, plus lentement cette fois. Eh bien, il le fait, mais... En plus petit, tu sais? Pour que ce soit simple. La famille de Lena vient de Seattle, donc c'est surtout eux, plus la sœur de maman et quelques amis de Lena. Donc c'est complet, ai-je dit d'un ton plat. Il a hésité. Je suppose que c'est une façon de le dire. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Le son du vent du Montana a rempli le silence, un hurlement bas pressant contre le haut-parleur du téléphone. Et tante June, ai-je finalement demandé. Grand-mère? Elles ne sont pas invitées non plus? Ethan a admis, papa a dit que ce serait trop bondé. Il a fait une pause. Je pense qu'il laisse un peu Lena gérer la liste des invités cette année. Tu sais comment c'est. Je le savais. Je savais, comment c'est, depuis que j'étais assez grande pour compter les chaises autour de la table de la salle à manger. Merci d'être honnête, ai-je dit doucement. Et ne t'inquiète pas, je ne rendrai pas les choses gênantes. Amelia, a-t-il commencé, mais j'ai mis fin à l'appel. Je ne voulais pas de pitié, même pas de sa part. Je suis restée assise là pendant un long moment, à regarder les collines enneigées au-delà de la clôture. Le ciel était gris pâle, le genre qui semble presque blanc jusqu'à ce que le soleil perce. Cela me rappelait tous les Thanksgiving passés, moi à la table pliante dans le coin, la place de débordement, pendant que ma sœur découpait la dinde sous la lueur des lustres et que tout le monde portait un toast à sa dernière réussite. Cette douleur m'avait autrefois vidé. Mais maintenant, dans cette terre vaste et silencieuse, la douleur ne résonnait pas. Elle se transformait. J'ai réalisé quelque chose dans cette immobilité, je n'avais plus besoin de me battre pour une place. Je possédais la table. J'ai sorti mon carnet et j'ai tourné à une page blanche. En haut, j'ai écrit une ligne, Thanksgiving au ranch de White Valley, table ouverte. Puis en dessous, en plus petites lettres, objectif, nourrir 200 personnes. Pas des invités, pas de la famille. Des gens. Quiconque avait besoin de chaleur, de nourriture ou d'un rappel qu'il comptait encore. Je remplirai cette vallée de rire et de tintements d'assiettes, de musique et de gratitude. Je leur donnerai le Thanksgiving que je n'avais jamais eu, celui qui voyait tout le monde. En quelques heures, j'étais au téléphone. Le premier appel a été pour le shérif Collins, l'officier local qui m'avait aidé une fois lorsque ma clôture s'était effondrée pendant une tempête. Shérif, j'organise un dîner ouvert à mon ranch ce Thanksgiving. Pour quiconque n'a nulle part où aller. Je couvrirai tout, la nourriture, le transport, le personnel, les fournitures. Il y a eu une pause avant qu'il ne dise « Vous êtes sérieuse ?» Complètement. Sa voix s'est adoucie. Je connais plus de gens qui en auraient besoin que vous ne pouvez l'imaginer. Je vais faire passer le mot. Ensuite, j'ai appelé l'église communautaire de la ville. La pasteur Ruth a répondu, sa voix chaude et usée comme du vieux cuir. Quand je lui ai expliqué mon plan, elle est restée silencieuse, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me dire que c'était impossible. Mais ensuite, elle a ri doucement. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Je priais pour quelque chose comme ça. Je l'annoncerai ce dimanche. Après cela sont venus la banque alimentaire, le chapitre des vétérans, l'hôpital local et même la petite station de radio qui diffusait dans la vallée. Je leur ai dit à chacun la même chose, si vous connaissez quelqu'un, n'importe qui a besoin d'un repas, envoyez-le ici. Pas de questions, pas de jugement. Amenez-les simplement. Les réponses ont été immédiates et écrasantes. Le directeur de l'hôpital a offert de donner des surplus de produits. La banque alimentaire a dit qu'elle enverrait des bénévoles. Même le restaurant routier sur la route 89 a rappelé, disant que quelques chauffeurs voulaient donner un coup de main pour installer les tables. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table en chêne avec le téléphone qui bourdonnait encore à côté de moi, une spirale d'excitation et de peur se tordant dans ma poitrine. La neige s'était épaissie dehors, recouvrant la vallée de silence. Je pouvais presque entendre la voix de mon père d'il y a des années, me disant de garder les choses simples, de ne pas faire de scène. Mais ceci, ce n'était pas une scène. C'était une déclaration. S'il voulait du petit, je construirais du grand. S'il voulait de l'exclusion, je construirais de l'inclusion. Et si leur table était complète, alors la mienne aurait de la place pour tous les autres. Alors que je soufflais la bougie cette nuit-là, une étrange paix s'est installée en moi. Pas celle née du pardon, mais de la clarté. Je ne les attendais plus.
J'en avais fini de mesurer ma valeur à leur chaise vide. Cette année, Thanksgiving ne serait pas une question d'être laissé de côté. Ce serait une question de laisser entrer tous les autres. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil dans le genre de silence qui n'existe que dans les hautes terres du Montana, une immobilité si pure qu'elle vous fait craindre de respirer trop fort. La neige s'était arrêtée pendant la nuit, laissant le monde extérieur au ranch recouvert d'un blanc immaculé. Mais à l'intérieur, la journée s'animait déjà. Mon plan n'était plus une idée griffonnée dans un carnet. Il se réalisait, et il se réalisait maintenant. À 6 heures du matin, les lumières de la cuisine brillaient comme le cœur d'un navire. Le son des casseroles qui s'entrechoquent, des couteaux qui tranchent et des rires qui rebondissent sur les murs de cèdre remplissait l'air. Je m'attendais à peut-être une poignée de bénévoles, mais à l'aube, plus de 20 personnes étaient arrivées. Il y avait Margaret, la chef à la retraite de Bozeman qui organisait autrefois des mariages en montagne, en train d'étaler des pâtes à tarte d'une main sûre. Tom, un éleveur local dont le bétail paissait à 2 vallées de là, est venu avec ses fils adolescents et une camionnette pleine de bois de chauffage et de pommes de terre. Elena, une étudiante en soins infirmiers, est arrivée directement de sa garde de nuit, encore en blouse, les cheveux attachés, les yeux fatigués mais brillants. Je ne pouvais pas manquer ça, a-t-elle dit simplement en attrapant un tablier. Nous avons divisé le travail comme un orchestre qui s'accorde avant une symphonie. Margaret et moi avons pris en charge les plats principaux, huit dindes, chacune farcie d'herbes, d'ail et de citron, soigneusement ficelées et glissées dans les doubles fours qui remplissaient la cuisine de l'odeur de romarin et de beurre. Les fours rugissaient doucement, comme des bêtes chaudes qui se réveillent. Sur le long comptoir, nous avons épluché et écrasé 60 livres de pommes de terre, leur vapeur embuant les fenêtres. Quelqu'un fouettait de la sauce dans une immense marmite en cuivre tandis qu'un groupe de lycéens s'attaquait au gratin de haricots verts et à la sauce aux canneberges, riant chaque fois que quelque chose se renversait. J'ai entendu quelqu'un dire « on se sent comme à la maison », et j'ai presque dû m'éloigner un instant. La chambre froide, que j'avais approvisionnée des semaines plus tôt, s'est transformée en un centre de commandement de la générosité. Les dons ont commencé à arriver plus vite que je ne l'avais imaginé, des caisses de carottes, des sacs d'oignons, des sacs de farine et même des dindes supplémentaires d'une ferme voisine. La porte s'ouvrait constamment alors que les bénévoles transportaient des boîtes, tapant la neige de leurs bottes. La boulangerie locale a déposé des dizaines de pains, encore chauds, et un chauffeur de camion de Billings est arrivé avec une glacière pleine de lait frais, en disant « J'ai pensé que quelqu'un en aurait plus besoin que moi cette semaine ». Je me tenais là, au milieu de tout ça, le chaos, la chaleur, l'odeur de cannelle et d'herbes rôties, et j'ai réalisé à quel point c'était étrange de faire enfin partie d'une famille, même si celle-ci avait été entièrement construite à partir d'inconnus. À midi, nous avions 40 tartes à la citrouille alignées le long du comptoir comme des soleils oranges, leurs croûtes dorées s'écaillant au contact de l'air. Dans un coin, 2 bénévoles faisaient mijoter du cidre de pomme avec des clous de girofle et des bâtons de cannelle, l'arôme tourbillonnant à travers chaque porte. Le ranch, autrefois calme et solennel, était devenu vivant, chaque pièce pulsant de mouvement et de rire. Je me suis assuré que la cuisine reste ouverte à tous. Pas de porte fermée, pas de rideau tiré. Depuis la grande salle, on pouvait voir les bénévoles cuisiner, leurs mains bougeant rapidement, les manches retroussées, les visages rougis par la chaleur. Je le voulais ainsi. Je voulais que tous ceux qui viendraient plus tard voient les personnes qui avaient préparé le repas, qu'ils comprennent que la chaleur dans leur assiette venait de main et de cœur, pas de la charité. Dans la grande salle, j'ai commencé à aménager l'espace de repas. La longue table en chêne, poncée et polie, s'étendait à travers la pièce comme une rivière de bois. Elle pouvait accueillir une centaine de personnes, mais j'ai commandé 2 tables supplémentaires à apporter de la grange, formant une seule étendue continue de surface connectée. Pas de séparation, pas de petite table cachée. J'avais assez appris de ma propre vie pour savoir à quel point il était douloureux d'être placé ailleurs. Ici, tout le monde s'assiérait côte à côte. Nous avons disposé des chemins de table en toile de jute et en feuilles d'érable séchées. Au centre, j'ai arrangé des lanternes en verre avec des bougies vacillantes et de petites citrouilles offertes par une ferme voisine. Les murs étaient drapés de guirlandes faites à la main, des feuilles rouges, ambrées et dorées enfilées avec de la ficelle par des enfants de l'école locale. Près de la cheminée, j'ai placé un grand panneau en bois avec les mots « Pourquoi êtes-vous reconnaissant ?» gravés à sa surface. J'ai laissé un panier de bouts de papier et de crayon en dessous pour que les invités puissent écrire quelque chose, n'importe quoi, et l'épingler. Sur une plus petite table près de l'entrée, j'ai disposé des cadeaux, des boîtes de chaussettes en laine, des bonnets tricotés, des écharpes et des gants collectés auprès des voisins.
Chaque article était attaché avec une simple étiquette qui disait « Prenez-en un. L'hiver est meilleur quand nous sommes au chaud ensemble ». À côté du panier se trouvaient des cartes carburant, des couvertures et un petit bocal intitulé « Caisse de café pour les chauffeurs ». Les gens n'arrêtaient pas d'y ajouter, glissant discrètement des billets à l'intérieur quand ils pensaient que personne ne regardait. La musique a commencé à remplir la salle. Ellie, un guitariste local, avait amené sa fille violoniste. Ils se sont accordés doucement au début, puis ont commencé à jouer un vieil hymne country qui s'est fondu en quelque chose de plus léger, une mélodie qui s'enroulait autour du cliquetis de la vaisselle et du faible bourdonnement des conversations. Le son du violon montait et descendait, résonnant comme des rires portés par le vent. Les enfants qui étaient venus avec leurs parents de la ville s'étaient assis sur le tapis près du feu, coloriant des feuilles d'érable découpées dans du papier, leurs crayons roulant sur le sol. Et puis est venu le symbole qui comptait le plus. Juste à côté de la cheminée, là où la chaleur atteignait tout le monde, j'ai placé une seule chaise. Elle n'était pas luxueuse, juste un vieux fauteuil en bois que j'avais trouvé dans la grange, nettoyé et poncé. Sur le dossier, j'avais gravé une phrase de ma propre main, pour celui qui s'est senti invisible. Je ne l'ai expliqué à personne, mais les bénévoles semblaient comprendre. Ils y jetaient un coup d'œil, hochaient la tête silencieusement et la laissaient vide. Elle se tenait là comme un rappel qu'il y avait toujours une place ici pour ceux qui n'en avaient aucune. Au fur et à mesure que la journée avançait, le ranch s'est transformé en quelque chose de presque cinématographique. Dehors, la neige continuait de tomber, douce et régulière, recouvrant les poteaux de clôture, les pins et la longue allée menant au porche. À l'intérieur, le feu flambait haut, et chaque surface brillait de l'ambre de la lueur des bougies et de la dinde rôtie. Les gens se déplaçaient gracieusement les uns autour des autres, portant des plateaux, versant du cidre, ajustant les décorations. L'énergie était contagieuse, une sorte de joie tranquille née du fait de faire quelque chose de bien ensemble. Vers 15 heures, je suis sorti pour reprendre mon souffle. L'air était assez froid pour piquer, mais cela ne me dérangeait pas. Depuis le porche, je pouvais voir la fumée s'enrouler des cheminées, les fenêtres brillant d'or contre le ciel gris. La neige crissait sous mes bottes alors que je regardais la vallée. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seul à Thanksgiving. Je me sentais ancré, attaché à quelque chose de plus grand que la blessure. Quand je suis rentré, Margaret se tenait près du four, s'essuyant le front. « Tout est presque prêt », a-t-elle dit. « Tu ferais mieux de te changer bientôt. On dirait que tu as couru un marathon. » J'ai ri. C'est un peu ça. En vérité, je me fichais des apparences. Mes cheveux sentaient le beurre et la fumée, et mes manches étaient poudrées de farine, mais je ne m'étais jamais senti autant moi-même. Autour de moi, les voix se superposaient, les gens criant des instructions, des éclats de rire perçants comme des rayons de soleil. Un garçon d'environ 8 ans s'est approché de moi, tenant un minuscule bout de papier. « Je peux épingler ça ?» a-t-il demandé, en montrant le tableau de gratitude. « Bien sûr », ai-je dit, en m'agenouillant pour l'aider. Il l'a collé près du haut, lissant le papier de sa petite main. D'une écriture tremblante, il était écrit « Je suis reconnaissant que quelqu'un se soit souvenu de moi. » Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et reculé, laissant la chaleur dans ma poitrine se répandre lentement jusqu'à faire mal. À 17 heures, la nourriture était prête, la table mise et la salle remplie de lumière. Les invités n'étaient même pas encore arrivés, mais le ranch se sentait déjà vivant, un cœur vivant et battant contre le froid de l'hiver. Je me tenais près de la porte, l'odeur de sauge et de dinde rôtie épaisse dans l'air, et je me suis murmuré doucement, ils ont dit que Thanksgiving était complet. Je suppose qu'ils avaient raison. C'est complet, mais pas de la manière qu'ils l'entendaient. La pensée m'a fait rire doucement, mais ma gorge s'est tout de même serrée. Pendant des années, j'avais voulu être vu, être reconnu. Mais debout là, entouré par le bruit de la préparation, j'ai réalisé autre chose. Je n'avais plus besoin de leur regard. L'amour que j'avais cherché n'était pas enfermé à une table inaccessible à Portland. Il était ici même, dans la vapeur des pommes de terre en purée, dans le bourdonnement des bénévoles riant d'une sauce renversée, dans les accords doux d'un violon résonnant sous les chevrons. Et en regardant tout le monde bouger, travailler, donner, j'ai pensé, voilà ce que la famille est censée être. Vers 17h30, les premiers phares ont commencé à serpenter le long de la longue allée, des faisceaux dorés tranchant à travers la neige qui tombait. Je me tenais près de la porte d'entrée, le cœur battant, les mains sentant encore le romarin et la farine. Le ciel était déjà devenu indigo, l'air assez vif pour faire scintiller chaque expiration en blanc.
Derrière moi, la longue table en chêne s'étendait à travers la grande salle comme une rivière de lumière, les bougies vacillant, les plats fumants, les rires s'élevant déjà des bénévoles qui ajustaient encore les chaises et versaient du cidre. Et puis la porte s'est ouverte. Le premier invité était un homme plus âgé dans une veste militaire usée, sa barbe grisonnante, ses pales en mestable. Il a hésité dans l'embrasure de la porte, tapant la neige de ses bottes, ses yeux écarquillés comme s'il était entré dans un lieu sacré. « Suis-je au bon endroit ?» a-t-il demandé doucement. « Vous y êtes ?» ai-je dit. « Bienvenue à la maison. » Il a cligné rapidement des yeux, a dégluti, puis a hoché la tête. Derrière lui sont arrivés d'autres, une jeune mère serrant un bambin enveloppé dans une couverture, 2 infirmières encore en blouse, un camionneur aux joues brûlées par le vent, un couple septuagénaire se tenant la main, et un groupe d'ouvriers de ranch qui semblaient ne pas avoir eu de repas fait maison depuis des semaines. Ils n'arrêtaient pas d'arriver, des dizaines de visages, certains souriant timidement, d'autres incertains de leur place ici. Et chacun, en franchissant le seuil, semblait se délester de quelque chose de lourd. À 6 heures, la salle était pleine, 200 personnes. Le bruit était doux au début, le son des manteaux qu'on accrochait, des chaises qui raclaient, des présentations murmurées. Et puis il a commencé à grandir. Un faible bourdonnement de voix a rempli l'espace comme la chaleur revenant dans une maison gelée. Le groupe dans le coin a joué la première note, le violon dansant doucement au-dessus du crépitement du feu. J'ai marché entre les tables, saluant les gens, remplissant les verres, m'assurant qu'aucune assiette ne reste vide. Partout où je regardais, il y avait des visages, certains ridés par l'âge, certains jeunes et nerveux, certains illuminés par le soulagement. La nourriture a disparu rapidement, mais cela n'avait pas d'importance. Chaque fois qu'un plateau se vidait, quelqu'un apparaissait avec plus. Le vétéran, le premier homme à être entré, était assis près du centre de la longue table. Il s'appelait Frank, et il se tenait avec cette dignité tranquille que l'on voit chez les gens qui ont trop vécu. Quand je me suis arrêté pour voir comment il allait, il a souri faiblement, ses mains enroulées autour d'une chope de cidre. « Vous savez, » a-t-il dit, sa voix rocailleuse, « c'est la première fois en 10 ans que je passe Thanksgiving avec quelqu'un. » La table s'est tue autour de lui. La musique s'est adoucie. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. 10 ans, ai-je répété. Il a hoché la tête, regardant son assiette. Ma femme est décédée en 2013. Après ça, les fêtes. Elles ont juste cessé de signifier grand-chose. J'avais l'habitude d'acheter un dîner surgelé, de le réchauffer, de m'asseoir devant la télé. Mais ce soir, il s'est arrêté, s'éclaircissant la gorge. Ce soir, c'est comme si je l'avais retrouvé pour un moment. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis quelqu'un à l'autre bout a commencé à applaudir, lentement, délibérément, sincèrement. Cela s'est propagé comme une traînée de poudre. En quelques instants, toute la salle a éclaté en applaudissements. Frank a essayé de les écarter d'un geste de la main, les joues rouges, mais il n'a pas pu cacher les larmes qui captaient la lueur des bougies. « N'applaudissez pas pour moi, » a-t-il dit avec un sourire larmoyant. « Applaudissez pour elle. Elle adorerait cet endroit. » Et juste comme ça, le son s'est transformé en rire, le genre qui remplit une pièce de quelque chose de plus que du bruit. C'était comme si chaque cicatrice dans l'air s'était adoucie. Je suis resté là, figé au milieu de tout, réalisant que quelque part en cours de route, mon ranch était devenu un organisme vivant et respirant. Chaque voix, chaque visage, chaque bouchée était la preuve que quelque chose de brisé pouvait encore nourrir la joie. Quelqu'un a commencé à faire passer des bouts de papier du tableau de gratitude, les lisant à haute voix. Je suis reconnaissant pour les secondes chances. Je suis reconnaissant que quelqu'un m'ait remarqué. Je suis reconnaissant de ne pas manger seul cette année. Chacun a suscité des murmures, des hochements de tête et même quelques larmes. J'ai surpris Margaret en train de s'essuyer les yeux avec son tablier, marmonnant « Ne faites pas attention à moi, ce sont juste les oignons », mais tout le monde savait que ce n'étaient pas les oignons. Au fil de la soirée, les musiciens sont passés à des airs plus entraînants, Take Me Home, Country Road, suivi d'une vieille chanson folklorique sur le retour à la maison pour les fêtes. Les gens ont commencé à chanter, hésitant au début, puis plus fort, plus librement. Un enfant est monté sur sa chaise et a commencé à taper dans ses mains. Une infirmière a posé son assiette pour danser avec une petite fille en mitaine rouge. 2 camionneurs ont essayé d'harmoniser et ont échoué si spectaculairement que tout le monde a éclaté de rire. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas chorégraphié. Mais c'était réel. À un moment donné, je suis sorti prendre l'air.
Le son de la musique et des rires se déversait dans la nuit glacée, résonnant à travers la vallée comme un battement de cœur. Depuis le porche, je pouvais voir la lueur des fenêtres, chaude contre la neige. À l'intérieur, des silhouettes bougeaient, des gens se serrant dans les bras, mangeant, chantant. Pendant des années, j'avais regardé des maisons comme ça en me demandant ce que ça faisait d'appartenir à l'intérieur. Maintenant, je le savais. Quand je suis rentré, la salle avait de nouveau changé. Quelqu'un avait sorti son téléphone pour prendre une photo de groupe, le genre où tout le monde se serre maladroitement, certains à moitié riant, d'autres pris en pleine bouchée. « Allez, tout le monde » a crié Elena. « Montrons au monde à quoi ressemble une famille. » Je me tenais au milieu, entouré de visages que je ne connaissais pas mais que j'aimais d'une certaine manière. Alors que l'appareil photo cliquait, quelqu'un a crié « Attendez, une de plus !» Puis une autre. Bientôt, les gens prenaient des photos de tout, les enfants coloriant près du feu, les vétérans partageant une tarte, les longues tables couvertes d'assiettes vides et de miettes. Quelqu'un a identifié l'église locale et le bureau du shérif. Quelqu'un d'autre a identifié la station de radio, et en quelques heures, les images ont commencé à se propager en ligne. À minuit, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Facebook explosait. Les photos du ranch brillaient sur les fils d'actualité à travers le Montana, les longues tables sous les guirlandes lumineuses, la bannière qui disait « Tout le monde a une place », la chaise près de la cheminée avec ces mots gravés à la main, pour celui qui s'est senti invisible. Les commentaires affluaient par centaines, foi en l'humanité restaurée. J'aurais aimé être là. Voilà ce que devrait être Thanksgiving. Une vidéo, prise par une infirmière, montrait Frank levant son verre alors que tout le monde applaudissait autour de lui. La légende disait, 10 ans seul. Pas ce soir. Ce clip à lui seul a été partagé des milliers de fois. Les nouvelles locales l'ont repris le matin. Et alors que j'aurais dû me sentir dépassé, tout ce que je ressentais était une immobilité, le genre qui vient quand on expire enfin après avoir retenu son souffle pendant des années. Plus tard dans la nuit, après le départ des derniers invités et le début du nettoyage par les bénévoles, je me suis retrouvé près de la cheminée. La chaise, celle gravée de ces mots, était vide, la lueur du feu se reflétant sur ses bras lisses. Je me suis approché, j'ai posé ma main sur le bois et j'ai chuchoté, on dirait qu'ils t'ont trouvé. Une voix douce a parlé derrière moi. C'était la pasteur Ruth, la même femme qui avait répondu à mon appel quelques jours plus tôt. Ses cheveux blancs brillaient d'or à la lueur du feu, ses yeux bienveillants mais vifs, le genre qui voit à travers les faux semblants jusqu'à l'âme. Elle a posé une main sur mon épaule. « Amélia » a-t-elle dit doucement. « Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ce soir ?» J'ai souri faiblement. « Juste préparer un grand repas. » Elle a secoué la tête. « Non. Vous avez donné aux gens quelque chose qu'ils avaient oublié existait. Vous leur avez donné un endroit où appartenir. Vous leur avez donné un vrai Thanksgiving. » Sa voix s'est adoucie. Tout le monde n'a pas la chance de guérir les autres en se guérissant soi-même. Mais vous, si. Je ne pouvais pas parler. Pendant des années, j'avais rêvé d'entendre des mots comme cela, pas de ma mère, pas de mon père, mais de quelqu'un qui me voyait vraiment. Et maintenant ils étaient venus, simples et sans fioriture, des lèvres d'une femme qui me connaissait à peine mais qui comprenait tout. La pasteur Ruth a serré mon épaule une fois de plus avant de s'éloigner. Je suis resté là, seul, pendant un long moment, regardant le feu se transformer en braise. Derrière moi, des rires flottaient encore dans l'air, faibles mais réels, le genre de son qui s'enfouit profondément dans la mémoire. J'ai pensé à ma famille, aux messages textes, peut-être l'année prochaine. Je me suis demandé s'ils étaient assis autour d'une table polie quelque part, souriant pour des photos qui semblaient déjà vides. Je me suis demandé s'ils pouvaient entendre à quoi ressemblait la vraie chaleur. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, mon cœur se sentait plein. Et pour la première fois de ma vie, je n'enviais la place de personne. J'avais construit la mienne et je l'avais remplie avec le monde. Le matin, le ranch était enveloppé dans le calme doux qui suit la joie, le genre de silence qui bourdonne, pas qui vide. Le feu s'était réduit à des braises rougeoyantes. La longue table en chêne était un champ de bataille de miettes et de cire de bougies, et l'odeur de sauge, de beurre et de cannelle flottait encore dans l'air. Dehors, la neige s'était épaissie pendant la nuit, effaçant toutes les empreintes de la veille, comme si la vallée elle-même voulait garder le souvenir intact. Je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de café, toujours dans la même chemise de flanelle que la nuit dernière, regardant la lumière pâle se répandre à l'horizon.
Pendant un instant, je me suis permis de ressentir la paix. Une paix réelle, le genre qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. Mais cela n'a pas duré longtemps. Mon téléphone a commencé à vibrer sur la table. Une fois, 2 fois, puis de nouveau, plus vite, un flot de notifications. Au début, j'ai pensé que c'était plus de messages Facebook sur le dîner, une autre salve d'inconnus me remerciant pour les photos ou demandant comment être bénévole l'année prochaine. Mais quand j'ai regardé l'identifiant de l'appelant, ma poitrine s'est serrée. Papa. Maman. Léna. L'un après l'autre, leurs noms clignotant sur l'écran comme des alarmes. J'ai ignoré les premiers. Puis un message de papa est arrivé, « Qu'est-ce que tu as fichu, Amélia ?» Toute la ville parle de ton au coup de pub. Un autre a suivi de maman, « Tu nous as embarrassés. Tout le monde pense que tu attaques la famille. » Même le pasteur l'a mentionné pendant le service. Puis Léna, tranchante comme une lame, « Waouh. Tu ne pouvais pas rester tranquille, hein? Il fallait que tu ramènes tout à toi, comme d'habitude. » J'ai fixé l'écran, les mots nageant un instant avant de se fixer en quelque chose d'étrangement distant. C'était presque drôle, toutes ces années que j'avais passées à désirer être vu, et maintenant qu'il me remarquait enfin, c'était seulement parce que le monde entier l'avait fait. Le téléphone a de nouveau sonné. Papa, cette fois. Je l'ai laissé vibrer une fois avant de répondre, le mettant sur haut-parleur en le posant sur la table. Sa voix a éclaté immédiatement. Amélia, te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu nous as ridiculisés. Tout le monde en ville a vu ces photos, les journaux, la page de l'église, la radio locale. Ils pensent que nous t'avons mise à la porte, que nous avons abandonné notre propre fille. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai regardé par la fenêtre, la neige dérivant paresseusement à travers la vallée. Ne l'avez-vous pas fait, ai-je dit doucement. Il y a eu une inspiration brusque sur la ligne. Ce n'est pas juste, a coupé la voix de maman. Nous voulions seulement un Thanksgiving simple, juste la famille immédiate. Tu sais à quel point les choses se compliquent. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse finir. Famille immédiate, ai-je répété. Tu veux dire Léna, son mari, ses amis et votre groupe d'église. Ce n'est pas petit. C'est sélectif. Le ton de papa s'est durci. Tu déformes les choses. Tu le fais toujours. Nous essayons d'éviter le stress cette année. Nous pensions que tu étais occupé de toute façon. Vous ne saviez pas que je nourrirais 200 inconnus, ai-je dit. Non, vous ne le saviez pas. Le silence qui a suivi était assez épais pour être ressenti. Je l'ai laissé s'installer avant de reprendre la parole, ma voix calme, posée. Vous m'avez dit que Thanksgiving était complet, alors je l'ai rempli. La voix de maman s'est brisée, prise entre la culpabilité et l'irritation. Tu nous as fait passer pour des méchants, Amélia. Les gens pensent que nous sommes des parents terribles. J'ai souri faiblement, bien que personne ne puisse le voir. Maman, je n'ai pas dit un mot sur vous. Pas un seul. Les gens ont juste vu de la gentillesse et ont fait leur propre comparaison. De l'autre côté, la voix de Léna a soudainement percé, vive, défensive. C'est pathétique, Amélia. Tu as toujours dû tout transformer en spectacle. Un ranch? 200 personnes? Qui fait ça? C'est désespéré et stupide. Je me suis penché en arrière, la chaise grinçant doucement sous moi. Non, Léna, ai-je dit d'un ton égal. C'est Thanksgiving. Tu te souviens de cette fête, n'est-ce pas? Celle qui consiste à donner. Son ricanement était audible. Ne joue pas les saintes. Tu as fait ça pour te vanter, pour nous faire passer pour des méchants. Avant que je puisse répondre, une autre voix s'est jointe à la ligne, une que je n'avais pas entendue depuis des années, tante June. D'une manière ou d'une autre, elle avait été ajoutée à l'appel. Peut-être par accident, peut-être exprès. Son ton était bas mais stable, chaque mot atterrissant avec le genre de force tranquille qui fait taire tout le monde. Assez, a-t-elle dit. Vous avez passé des années à mettre un enfant sur un piédestal et à prétendre que l'autre se contentait d'être invisible. Maintenant que le monde l'a enfin vu, vous êtes en colère parce que ce n'était pas selon vos termes. June, ce ne sont pas tes affaires, a commencé maman, mais tante June ne l'a pas laissé finir. C'est devenu mes affaires au moment où vous avez rendu la table de plus en plus petite jusqu'à ce que la moitié de cette famille n'ait plus de place où s'asseoir, a-t-elle dit. Pendant des années,
je vous ai regardé dire à Amelia d'être reconnaissante pour des miettes d'attention pendant que vous organisiez des banquets en l'honneur de Lena. Et maintenant qu'elle a construit sa propre table, non seulement pour elle-même, mais pour les autres, vous êtes contrarié parce que cela rend votre silence assourdissant. Personne n'a parlé. Même Lena, habituellement prête avec une réplique, est restée silencieuse. Le seul son était le faible crépitement du feu dans mon poêle. Tante June a continué, sa voix s'adoucissant mais ne perdant jamais son mordant. Savez-vous ce que j'ai vu quand ces photos sont apparues sur mon fil d'actualité? J'ai vu de la lumière, de la chaleur, des rires. J'ai vu des gens qui n'avaient rien à revivre. Et j'ai pensé, enfin. Enfin, quelqu'un dans cette famille s'est souvenu de ce que Thanksgiving est censé signifier. Papa a expiré, sa voix tremblant d'une colère contenue. Tu ne comprends pas la pression que nous subissons, June. Les gens parlent. Ils parlaient bien avant ça, a-t-elle dit sèchement. Ils parlaient quand vous avez oublié d'inviter votre propre mère à Noël dernier. Ils parlaient quand Amelia a obtenu son diplôme et que vous êtes parti tôt pour assister au dîner de remise de prix de Lena. Vous avez passé votre vie à gérer les apparences pendant qu'elle construisait de la substance. Et maintenant que cette substance brille plus fort que votre décorum, vous ne le supportez pas. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Pour une fois, je n'avais pas l'impression d'être celle qui se défendait. Je suis juste restée assise là, laissant sa vérité faire ce que la mienne n'avait jamais pu faire, percer le bruit. Finalement, j'ai dit doucement, papa, maman, vous m'avez dit que Thanksgiving était complet, et ça l'était. C'est juste que cette année, il était rempli des bonnes personnes. Papa a essayé de parler à nouveau, mais sa voix affaiblit. Vous nous avez fait paraître humains, ai-je offert. Imparfait. C'est peut-être ce dont nous avions besoin. Un autre long silence. Puis la ligne s'est coupée. J'ai fixé le téléphone pendant quelques secondes, attendant que la douleur familière de la culpabilité s'installe, ce vieil instinct qui me faisait m'excuser d'exister. Mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Quand j'ai vérifié Facebook plus tard dans l'après-midi, la publication était devenue virale au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Les gens identifiaient le ranch dans leurs stories, écrivant des légendes comme « Si votre maison n'a pas de place, le Montana en a Thanksgiving bien fait » et « La preuve que la famille n'est pas le sang, c'est qui se présente ». Sous une photo, quelqu'un avait commenté « Ses parents doivent être si fiers ». Je n'ai pas répondu. Certaines histoires n'avaient pas besoin d'être corrigées. La vérité était déjà claire dans la chaleur de cette seule photo, la longue table brillant à la lueur du feu, le vieux vétéran souriant, la chaise sculptée près du foyer toujours vide mais jamais seul. Pour une fois, je n'avais pas besoin de m'expliquer. Le monde avait déjà compris. Les appels ont cessé après cette nuit. Plus de messages de colère, plus d'explications à moitié convaincantes, juste le silence, large et propre, comme la neige qui recouvrait la vallée le lendemain matin. J'ai laissé les choses ainsi. Je n'avais plus rien à défendre. Ce qui avait été fait avait déjà parlé plus fort que n'importe quel argument ne le pourrait. En quelques jours, les retombées de ce dîner se sont propagées bien au-delà du Montana. Ma boîte de réception s'est remplie de messages, des centaines d'entre eux. Des camionneurs ont écrit pour dire qu'ils étaient passés par la vallée et n'avaient jamais oublié l'odeur de cidre de pomme dans le vent. Des infirmières ont envoyé des photos de leurs équipes portant les écharpes que nous avions distribuées, avec des légendes comme « Meilleur Thanksgiving de tous les temps ». Un message est venu d'une petite ville du Wyoming, vous nous avez inspirés. Nous organisons notre propre dîner ouvert l'année prochaine. Même le journal local a publié un titre qui m'a fait éclater de rire, quand une porte s'est fermée, elle a construit une table. Et puis il y a eu les cadeaux, pas le genre emballé dans des rubans, mais des gestes qui avaient du poids. L'association des vétérans a appelé pour demander s'ils pouvaient co-organiser l'événement de l'année prochaine. Nous amènerons les camions grill, a dit le directeur. Vous, amenez cet esprit qui est le vôtre. Une ferme voisine a offert de donner un bœuf. Une autre a promis des légumes frais de leur serre d'hiver. Un groupe d'étudiants a écrit qu'ils voulaient être bénévoles à chaque vacances de Thanksgiving. C'était comme si cette seule nuit avait débloqué quelque chose d'enfoui profondément chez les gens, la fin d'appartenir, de donner, de faire partie de quelque chose de bien. J'ai passé la semaine suivante à nettoyer le ranch avec les bénévoles qui passaient encore après le travail. La neige n'a jamais cessé, mais personne ne s'est plaint. Il y avait une joie étrange à balayer, à passer la serpillière, à empiler les chaises, comme si ranger signifiait préserver le souvenir lui-même.
Chaque fois que je ramassais une bougie ou que je pliais un linge, je pouvais encore entendre les échos, les rires, le cliquetis des assiettes, le doux murmure des voix disant « merci ». Mais un soir, alors que la salle était enfin de nouveau calme, je me suis assise au bout de la longue table en chêne et j'ai réalisé que quelque chose n'était pas encore terminé. Pas de la colère, plus maintenant, juste quelque chose de non dit, un dernier fil qui pendait. J'ai pensé à mes parents, aux années que j'avais passées à me recroqueviller à cette table d'enfant, aux 1000 mots non dits qui avaient vécu dans ma poitrine depuis mes 14 ans. Il était peut-être temps de les laisser sortir. Alors, le week-end suivant, j'ai envoyé un simple message, dîner, juste nous. Dimanche, 18h. Pas d'explication, pas d'attente. Quand la sonnette a retenti ce soir-là, j'ai failli ne pas ouvrir. Mais je l'ai fait. Et ils étaient là, papa dans son vieux manteau de laine, maman serrant son sac à main comme un bouclier. Leur visage était prudent, poli. Je les ai fait entrer sans cérémonie. Pas de caméra, pas de bénévoles, pas de longue table, juste nous trois à un petit comptoir de cuisine, 2 bols de ragoût fumant devant eux. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le vent claquait contre les fenêtres, et le feu crépitait doucement dans le poêle. Finalement, j'ai dit, je ne suis plus en colère. J'ai vu les épaules de maman s'affaisser légèrement. Mais j'ai besoin que vous compreniez ce que j'ai ressenti. Ils m'ont tous les deux regardé, incertains. J'ai pris une grande respiration. Chaque année, il y avait une table, ai-je commencé doucement. Et chaque année, il y avait une place qui n'était pas vraiment la mienne. La chaise pliante, le gobelet en plastique, la part de tarte restante. Vous ne l'avez jamais dit ouvertement, mais vous avez clairement montré qui avait sa place et qui était juste pratique. Et chaque fois que vous disiez, peut-être l'année prochaine, je vous croyais. Jusqu'à ce que je ne vous croie plus. Les yeux de papa sont restés fixés sur sa cuillère. Amélia. Non, ai-je dit doucement. Vous n'avez pas à vous justifier. J'ai juste besoin que vous l'entendiez. Il y eut une longue pause, rompue seulement par le bruit du feu. Finalement, papa a levé les yeux. Sa voix était basse, presque fatiguée. Peut-être. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Je pensais que garder les choses simples signifiait garder la paix. La voix de maman a suivi, fine mais tremblante. Je pensais que tu allais bien. Tu agissais toujours comme si c'était le cas. J'ai hoché la tête lentement. C'était ça le problème. J'ai appris très tôt à ne pas faire de bruit, à ne pas prendre de place. Alors j'en ai construit une à la place. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis maman a tendu la main, sa main flottant une seconde avant de se poser sur la mienne. Je suis désolé que nous ayons manqué ça, a-t-elle chuchoté. Tout ça. Je n'ai pas pleuré. Il ne restait plus de colère à brûler. Juste une compréhension silencieuse. Imparfaite, fragile, mais réelle. Nous ne réparions pas le passé cette nuit-là. Nous le reconnaissions. Et c'était peut-être suffisant. Quand ils sont partis plus tard, maman s'est attardée à la porte, regardant la vallée enneigée. C'est magnifique ici, a-t-elle dit doucement. Paisible. J'ai souri. C'est chez moi. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Tu as fait quelque chose de bien, Amélia. Après leur départ, je suis resté longtemps à regarder les feux arrière s'estomper dans l'obscurité. Le ranch est retombé dans le silence, mais ce n'était plus le genre de silence solitaire. C'était le genre qui crée de l'espace, comme une profonde inspiration avant le prochain commencement. La semaine suivante, j'ai accroché une nouvelle pancarte au-dessus de la porte de la grange, Thanksgiving au ranch, table ouverte. Ce n'était plus un acte ponctuel. C'était une promesse. Chaque année, cet endroit ouvrirait ses portes à quiconque aurait besoin d'une place, d'un repas, d'une raison de continuer à croire en la chaleur. Les bénévoles ont commencé à envoyer des messages des mois à l'avance, demandant des créneaux. Les entreprises locales ont promis des fournitures. Le bureau du shérif a proposé de diriger la circulation pour la foule de l'année prochaine. Ce qui avait commencé comme un acte de rébellion silencieuse s'était transformé en une tradition qui appartenait à tout le monde. Et chaque année depuis, quand la neige commence à tomber et que les lumières reviennent dans la vallée, cette même longue table en chêne brille à nouveau de la lueur des bougies et des rires. Les gens viennent de très loin, des vétérans, des infirmières, des camionneurs, des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, même des voisins qui veulent juste partager quelque chose de vrai. Personne ne demande qui vous êtes.
Personne ne se soucie de qui vous n'êtes pas. Tout le monde s'assoit simplement et mange. Parfois, je reçois encore des messages d'inconnus qui ont vu ces photos il y a longtemps. Vous avez changé ma façon de voir Thanksgiving, écrivent-ils. Et chaque fois, je souris, parce que la vérité est plus simple, ils m'ont changé. Alors, si vous regardez ceci, où que vous soyez, dites-moi, pourquoi êtes-vous reconnaissant cette année? Et d'où regardez-vous? Et souvenez-vous, si les gens dont vous espériez qu'ils vous fassent de la place ne l'ont jamais fait, ce n'est pas grave. Construisez votre propre table, et laissez la porte ouverte à ceux qui vous voient vraiment.